Et c'est Olivier Glacé, professeur à l'UNI, il est directeur du musée de la main, qui nous engage sur une question: quel numérique face à la pluralité des cultures numériques? Je vais essayer de pas tousser pendant votre intervention. Ce sera... Merci. Alors, bonjour, je suis le dernier obstacle qui vous sépare du repas, donc je vais essayer d'être très efficace, et je vous remercie pour l'accueil. D'où je parle? Je parle du musée de la main Unichuv. Alors on est dans ce qui est convenu maintenant d'appeler un tout petit musée, on est 3,5 équivalents plein temps, et la perspective que je vous propose dans ma courte présentation, elle est un peu inverse de ce qu'on a vu, c'est à savoir comment un petit musée comme celui-là peut s'attaquer au numérique, c'est-à-dire faire du numérique un sujet d'exposition. Et c'est un musée de culture scientifique, donc ça rentrait dans notre cahier des charges, et ça nous a posé un certain nombre de questions. Ici, vous avez une image d'une des entrées en matière de cette exposition. On propose aux gens d'entrer dans la machine, dans cette exposition qui s'appelle l'intelligence artificielle, nos miroirs dans la machine, précisément. Et ça a soulevé pas mal de questions. Je vais aller simplement à l'essentiel sur un certain nombre d'entre elles. Premièrement, dans notre musée, personne n'avait de compétences informatiques. Comment est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle quand on n'a même pas de compétences techniques informatiques dans la structure, on va dire, l'organisation d'un musée? Et ça veut dire que non seulement on a dû trouver des relais à l'extérieur, mais aussi on s'est rendu compte que des cultures techniques très différentes peuvent exister. On a collaboré avec des chercheurs, notamment de l'IDIAP, qui nous ont beaucoup aidés parce qu'il y avait différents domaines de recherche, mais il y avait aussi des développeurs d'interactifs, il y avait aussi les scénographes qui a proposé leurs solutions, et il y avait aussi l'équipe du musée. Et hier, on a parlé de l'importance d'intégrer très vite les designers dans le groupe. Alors c'est vrai, mais je pense que le symétrique est vrai, c'est-à-dire qu'il faut créer une communauté où ces savoir-faire et ces compétences se dialoguent, mais aussi on peut comprendre qu'il y a aussi des tâches d'ombre. On peut discuter avec un chercheur qui est informaticien, dont son domaine c'est l'informatique, mais qui n'est pas développeur. On peut trouver des gens qui savent faire des superbes interactifs, mais dont la robustesse technique dans un contexte d'exposition n'est pas forcément le savoir-faire principal. Et donc on a découvert un peu ce monde aussi des compétences techniques qui sont derrière le numérique. Et voilà, je résume un peu ce point-là pour dire aussi que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ça pose énormément de questions qui ont déjà été évoquées sur un univers, se déployer dans un univers dont on ne maîtrise pas forcément l'ensemble. Il y a un autre point sur lequel je voulais insister, alors qu'il n'y a rien à voir avec ça, parce qu'on a parlé, ça m'a un peu frappé, parce qu'on parle toujours du numérique. Et là, je mets 2 secondes mon autre casquette, je suis maître d'enseignement et de recherche, pas professeur à l'Université de Lausanne, et mon domaine d'intérêt pour la recherche, c'est la sociologie des pratiques numériques en ligne. Et ce singulier me paraît très singulier, parce qu'en fait, les pratiques, le numérique, du point de vue pratique, il est toujours pluriel. Il change tout le temps. Et ça me frappe toujours quand on est en train d'essayer d'imaginer les usages qui vont être faits ou par quel public ça va être déployé, parce que, j'allais dire, avec mon regard de sociologue, je les vois changer en permanence. Je vois aussi de la diversité. Ici, je vous donne juste un petit exemple, c'est Pixelwar, c'est des dizaines de milliers d'internautes qui, chaque 2 ou 3 minutes, ont la possibilité de changer un pixel de cette image-là, qui fait plus de 2000 sur 2000, et qui collectivement vont composer ces images, mais qui va varier, c'est une espèce de tapisserie infinie sur plusieurs jours qui va changer sans cesse. Et c'est une pratique dont enfin, je veux dire, je la montre pour illustrer le côté un peu extraordinaire de certaines, ou sortent de l'ordinaire, au sens de ce qu'on peut imaginer comme des pratiques numériques qui ne passent pas uniquement par le téléphone portable, par l'ordinateur ou par le jeu vidéo. Il y a cet ailleurs, il y a cette culture-là, et une des questions qui, moi, me passionne aussi, c'est comment on arrive à rentrer en contact avec ces cultures numériques, parce qu'en fonction des âges, en fonction des... elles se déploient différemment. Et donc, utiliser le numérique pour créer des liens avec ces publics, c'est quelque chose qui n'est pas si trivial que ça. Et pour la toute petite histoire, il y a une journaliste qui m'interviewait tout à l'heure sur une nouvelle application qui s'appelle Be Real, qui est un réseau social qui vous permet, qui vous somme 2 fois par jour de prendre une photo d'où vous êtes. C'est une manière de communiquer sur ce qu'on fait vraiment, parce que dans les réseaux sociaux, il y a tellement de fausses apparences, et on en est quasiment à convoquer une application pour avoir authentifié l'authenticité de la manière qu'on a d'usage. Et donc ça, c'est des questions qui je trouve intéressantes, parce que ça nous interroge sur qu'est-ce que l'on peut faire dans un musée
pour créer des liens entre ces univers. Ici, alors j'ai délégué à une intelligence artificielle le fait de représenter ce flux d'informations sur un téléphone portable. Donc c'est un dessin qui est proposé par DALL-E, et qui est une image un peu peut-être du vécu d'un certain nombre d'utilisateurs. Et je me demande, c'est une question qui est ouverte, parce qu'on a vu des propositions qui, moi, me semblent très intéressantes, c'est comment est-ce que vraiment on peut aller rencontrer les gens dans cet univers tourbillonnaire d'informations, de flux informationnels, et quelles sont les spécificités des lieux, en tout cas en ce qui me concerne, qui m'intéresse aussi, qui sont les musées. Et ici, vous avez deux images qui représentent quasiment la même réalité, un flux de données d'un côté et un espace dans notre exposition qui est dédié à la masse des données. Et récemment, il y avait des étudiants en humanité numérique de l'Université de Lausanne qui visitaient cette exposition. Ils se sont arrêtés sur ça parce qu'ils trouvaient ça très intéressant. Et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur des enjeux de rematérialisation de quelque chose qui n'était pas si évident que ça, parce qu'il y a plein de petites indications, il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein d'éléments de référence technique, mais tout d'un coup, ça a occupé un espace physique. Et ça pose la question de matérialité, dématérialité. Pour reprendre le mot de Bruno Latour, qui est un sociologue des techniques qui nous a malheureusement quittés le week-end passé, ça pose la question des traductions. Comment est-ce que le numérique peut exister pour lui-même, certes, mais comment il peut être traduit sur des choses qui elles, ne sont pas forcément numériques. Et on peut même se poser la question à quel point on peut utiliser le numérique pour dénumériser le numérique, si j'ose dire, une espèce de mise en abîme, mais pour rejoindre aussi, on a dit, la philosophie qui nous a été présentée par l'espace des inventions, notamment, de dire l'importance du corps du visiteur, de l'action, du physique, de la présence, comme un élément central pour appréhender cette réalité. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à peut-être cacher le numérique, à l'utiliser de manière très parcimonieuse, à l'utiliser de manière indirecte, à limite ne plus utiliser, et c'est peut-être ça le point sur lequel je veux insister sur cet exemple, à éviter peut-être d'utiliser des formats qui sont incroyablement saturants de notre espace quotidien, qui sont des formats proposés par des entreprises privées, qui sont des formats qui découpent, qui fragmentent toutes nos expériences que l'on peut avoir sur ces plateformes, et se dire, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à recomposer des temporalités, des continuités, des espaces de sociabilité qui sont justement différents de ces formats. Alors, de nouveau, moi je suis un fan passionné du numérique et de leur pratique. Ce n'est pas une opposition, mais c'est une piste de réflexion. Comment on arrive à pas forcément répliquer ce qui existe déjà, accélérer des formatages qui sont peut-être intéressants pour rentrer en contact avec un certain nombre de personnes, mais qui eux-mêmes comportent un nombre de préjugés, de préfabriqués, de formatages dont on peut peut-être volontairement être critique et interroger leur pertinence. Je terminerai, donc, vous voyez, je vais vraiment essayer de tenir le contrat de la durée de cette intervention, parler des forces et des fragilités du numérique. Il y en a plusieurs, hein. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je pense que ce sont des outils extraordinaires. Ce sont des outils qui sont fragiles, notamment si on le prend du point de vue et la perspective des petites institutions muséales, parce que c'est une prise de risque, c'est de la recherche et développement, et qu'il est très difficile de pérenniser, parce que même si on arrive à quelque chose qui est abouti, comment est-ce qu'on arrive à cet apprentissage, on l'arrive à ancrer dans le temps, souvent aussi c'est grâce à l'impulsion financière j'allais dire, d'un programme spécifique, ben voilà, on le fait, on est content de l'avoir fait, mais qu'est-ce qui se passe après? Quels sont les moyens humains et les ressources matérielles pour transformer ces essais, ces projets pilotes en quelque chose qui est plutôt un apprentissage collectif? Je pense que ça, c'est vraiment important, en tout cas, de le réfléchir. Il y a aussi des fragilités numériques, j'allais dire, interinstitutionnelles, car on voit bien que c'est un marché, c'est des moyens, c'est des manières de faire la différence, et ça pose la question de ceux qui ont les moyens d'utiliser toutes ces technologies et de ceux qui ne l'ont pas. Alors, personnellement, je trouve que ça aussi ouvre des possibilités d'innovation non numérique, justement, qui sont peut-être des décalages nécessaires, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est aussi un marché, c'est aussi une économie, et c'est peut-être, alors je reprends ici des termes que j'avais étudiés dans le domaine plus social, une forme de digital divide, c'est-à-dire d'inégalité engendrée par le numérique entre les institutions, sur lequel il faudra sans doute à un moment discuter, de voir comment ça s'organise. Est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable? Est-ce qu'on arrive à créer des passerelles? Ou est-ce que voilà, c'est une nouvelle donne de notre environnement? Je terminerai par un point et qui est paradoxal par rapport... ça m'a beaucoup frappé. Sur des interventions que j'ai faites dans la formation d'adultes ou dans différents domaines ces derniers mois, ce qui m'a frappé,
c'est pas tellement la fragilité du numérique, tout le monde l'a vécu, les avantages et les inconvénients pendant le Covid, mais j'ai envie de dire les fragilités du lieu. Et je pense qu'un des enjeux de la rematérialisation, si vous regardez ce qui se passe dans l'univers du cinéma, ce qui se passe dans les pratiques de questions, il y a, très souvent, on a imaginé que l'après-Covid, ce serait une espèce de grande fête commune où tout le monde referait la même chose qu'il faisait auparavant. Et ce que nous montrent plein d'indicateurs dans différents domaines d'activité, qui ne sont pas forcément que les activités culturelles, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui se sont vraiment déplacés ailleurs, il y a des gens qui ont des timidités ou qui ont pas de l'appréhension, ou que même ils ne considèrent pas forcément comme pertinent le fait de se déplacer physiquement. Et puis d'autres, au contraire, qui sont en manque de ça et qui vont le valoriser excessivement. Et je n'ai pas de solution par rapport à ça, mais moi, c'est un paysage qui me frappe parce qu'il revient assez systématiquement dans tous ces domaines. Et je pense que la manière dont j'imagine les vocations de nos lieux, ce sera de trouver des réponses pour ces deux publics, voire même de trouver les moyens de les remettre ensemble, parce que c'est peut-être des cultures distinctes de la manière de penser la culture qui sont en train d'émerger. C'est bien sûr qu'une hypothèse, et je vous laisse sur cette interrogation, et je vous remercie de votre attention. Merci.